Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle d'Apple et du futur de l'iPhone parce qu'on attend beaucoup de l'iPhone pliant, mais est-ce que le plus intéressant pourrait être un modèle plus classique avec l'iPhone 18 Pro? On va aussi parler de Apple Intelligence qui siphonne des vidéos YouTube pour s'alimenter et de Nvidia qui va prendre les startups en otage. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. Et comme d'habitude, je suis Quentin et je suis avec Rewan et Mathieu. Comment ça va vous deux? Chaudement, là on est dans le retour des bonnes températures. C'est ça, exactement. C'est bouillant. C'est bouillant comme ce soir, j'imagine, avec le match. Ah nous, ça sera pas assez. Maillot de... Alors Ouais, nous, bah au oui, moment où on évidemment, enregistre, ça, c'est nous bouillant. c'est France-Maroc, donc j'espère qu'on sera passé. Anecdote, les 5 arbitres sont argentins. Voilà, on est Oui, foutus. oui. Moi je dis Bah, félicitations au Maroc. C'est Ouais. voilà, je sais pas si c'est mérité, mais félicitations. Et bon, je sais pas si vous suivez le foot, mais c'est vrai que les États-Unis, Donald Trump a fait un appel au directeur de la FIFA pour retirer un carton rouge d'un mec qui C'est a le Monopoly. éclaté le. Si vous aviez jamais vu le cheat code en vrai, voilà. Ah Le mec ouais. qui a utilisé, comme dans les jeux vidéo, le cheat code. Tout Il ça a pour dit que leur équipe se ça fasse passe. sortir, je sais plus 4-1 ou un truc Ouais, comme ça, ouais, bah, se chef. fasse Comme nettoyer. quoi le karma... France-Paraguay, c'était un scandale. Pas un carton pour les Paraguayens alors qu'il y avait des tentatives d'homicide sur le terrain. Et Odyssey a Argentine. toujours son carton jaune alors Toujours qu'il a son rien carton fait. jaune, C'est super. Argentine, Égypte, enfin bref, voilà. Si vous ne suivez pas le foot, eh ben, vous inquiétez pas, nous ici on parle de tech et de design, donc ça va bien se passer. Et je vous propose d'attaquer directement avec les actualités de la semaine. Vous pensez que Nvidia, c'est quoi leur numéro 1 des raisons de se lever le matin? Oui, c'est l'argent, Quentin, t'as tout à fait raison. C'est exactement ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Oui, j'allais dire l'IA, je sais pas. Non, mais, c'est l'argent. C'est Nvidia, c'est l'argent. Nvidia, c'est l'oncle de Donald, là. C'est celui qui a tu sais, un énorme bâtiment qui a son coffre-fort noir et tout. Je pense qu'ils doivent dormir sur C'est des Picsou. trucs d'argent. Et la seconde question, du coup, la seconde raison pour laquelle ils se lèvent le matin, c'est comment faire plus d'argent. Et bien, sache qu'ils ont trouvé. On le sait. Ils doivent faire plus d'argent là? Ils peuvent faire Sérieusement? plus d'argent, mais différemment. En fait, c'est des revenus qui sont faits de manière un petit peu différente. On le sait, l'IA, c'est quoi? C'est des gros modèles qui tournent sur des grosses cartes graphiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ta RAM et ton SSD, tu ne peux pas les acheter parce que tu as des gros data centers qui sont créés pour justement alimenter tous ces modèles, etc. Le problème, c'est qu'NVIDIA sont beaucoup dépendants de leurs partenaires pour ces trucs-là. Des gros sociétés qui ont déjà des gros data centers sur lesquels ils font des partenariats pour justement pouvoir créer et comment dire plutôt faire profiter avec des gros guillemets pour pouvoir vendre leurs modèles. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen cette fois-ci, ces fameux cadres de chez NVIDIA, pour générer du profit? C'est un programme entre guillemets de partage de revenus qui permet aux startups d'accéder à leur infrastructure sans avoir à financer leur équipement. C'est-à-dire qu'ils pourront faire tourner des modèles chez NVIDIA directement sans avoir à avoir le coût d'achat de tout le matériel en Donc, GPU. dans leur Nvidia met à dispo leur data center pour que Ouais. les gens puissent y avoir accès à distance et évidemment il y a une contrepartie qui doit être un abonnement. C'est même beaucoup plus drôle que ça, puisque en fait, c'est un frais récurrent lié à l'utilisation. Donc, ils vont payer. Alors, ils vont pas payer à l'utilisation, mais en fait, en fonction de ce qu'ils vont créer, Nvidia va garder des marges sur les profits qui sont générés par la société. Donc, les startups vont s'engager de part sur un contrat qui est complètement opaque. Nous, on n'a pas la connaissance de ce qui des termes de ce fameux contrat. Mais globalement, si tu décides de partir avec Nvidia, sache que Nvidia va te prendre à la fin de ton bilan, donc de ton année fiscale, je sais pas, 15-20% de tes revenus. Ah ok, finalement c'est un peu comme un médecin et des collaborateurs. Tu es collaborateur, C'est un peu on comme prend un- ton revenu quoi. En Apple Store, où ils te prennent 30% de marge quand tu vends des apps. C'est exactement ça. C'est ça. Mais là, le modèle, en fait, c'est que ce qui est assez fou, moi, je trouve, c'est que de base, ils vendent la techno. C'est-à-dire qu'ils vendent. Ils ont pas. Nvidia ont des modèles, mais c'est à la marge. Ils vendent, les ressources pour faire tourner ces modèles-là. Ils vendent des cartes graphiques. Et en plus, pour ceux qui peuvent pas les acheter, ils vont dire pas de souci, tu viens chez nous. Par contre, ta boîte là, le contrat, c'est qu'on va te prendre tant de pourcentage sur ce que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que tu crées, qui peut ne pas être lié à notre produit, mais qui dégage du revenu dans ta startup, lié à l'IA ou pas, que ce soit un produit, du service, etc., on te prend un pourcentage. Je pense que c'est quand même du service, vu que, du service du SaaS, etc., vu que c'est la nature, c'est quand même de l'IA. Il faut savoir que les partenaires qui sont C'est là-dedans. que de l'IA. C'est C'est que de l'IA. c'est- Tu peux pas avoir genre je sais pas un Drive ou un truc comme Oracle. Tu peux avoir un drive assisté par IA, du coup, j'imagine. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, si c'est si c'est un pourcentage de tes revenus,
forcément que c'est... Oui, il y a du token ou des trucs comme ça. Mais surtout qu'ils font pas la différence entre le revenu qui va être généré grâce à l'IA ou pas. Ils vont juste regarder combien ta boîte elle a gagné à la fin de l'année, puis ils vont te dire je prends tant de pourcentage. T'es en collab avec eux, tu sais que sur ton chiffre d'affaires, tu seras imputé de tant de pourcents. C'est ça. Est-ce qu'on peut pas comparer ça un petit peu à l'utilisation des moteurs type Unreal Engine, tu vois, où dépasser un certain montant chez Unreal Engine, tu payes par rapport à ton chiffre d'affaires. Ça, pour moi, c'est de la licence Unity, plutôt. Là, c'est vraiment un engagement. En fait, pourquoi j'ai dit que c'est un peu putaclic, mais pourquoi j'ai dit que c'était de la prise d'otage, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Le premier, c'est que ils voient tous les chiffres de consommation. Donc, ils voient tous les chiffres de revenus potentiellement. Vu que si c'est des plateformes qui sont basées sur l'IA, forcément que si tu as des modèles qui tournent, ils voient combien tu consommes et ils peuvent voir combien tu peux générer de coûts derrière, surtout si c'est des sociétés à action où les résultats sont globalement publics. Derrière, le piège, c'est que c'est les startups qui sont très rapides à monétiser qui vont profiter du modèle, puisque les autres, elles vont rester prisonnières en fin de compte du modèle qui est on gagne un peu d'argent, mais le peu qu'on gagne, c'est Nvidia qui va le récupérer, c'est ça. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'en fait, une startup qui scale, c'est-à-dire qui grossit rapidement, en fait, elle va rembourser 2 à 3 fois le coût des GPU, du coup, puisqu'elle a payé l'investissement initial nécessaire pour acheter les cartes graphiques. Par contre, sur la récurrence de l'utilisation du modèle, elle va payer beaucoup plus que si elle les avait achetés de base, si elle avait fait l'investissement en, entre guillemets, CAPEX, Capital Expenditure, plutôt qu'en Operational Expenditure, donc des frais récurrents qui sont liés à plutôt des charges opérationnelles. Donc, en fin de compte, le calcul, comment il doit être fait, en fait, ça dépend des termes du contrat qu'on n'a pas. En fin de compte, si tu veux faire un petit peu de rentabilité, tu vois. Je trouve ça oui, donc c'est plutôt fou. les moyennes, on peut dire les moyennes entreprises qui pourraient aller là-dedans, parce que sinon, en fait, les petites vont se faire surtaxer. Je sais même pas, ça va dépendre encore une fois des termes du contrat. C'est-à-dire que si c'est un contrat où tu es engagé pendant 3 ans, il y a 3 ans où tu vas accepter de te prendre la douloureuse pour après pouvoir basculer sur un autre truc, bien que ce soit pas aussi simple. Pourquoi ? Parce que les infrastructures sur les AI Factory, elles sont alignées sur du NVIDIA DSX, qui est le module de NVIDIA pour tout ce qui est workflow IA, etc. Donc si demain tu veux changer de fournisseur, tu perds tout ton investissement cloud, vu que tu dois tout reconfigurer, toute ton infrastructure sur du t'es dépendant de NVIDIA de A à Z. Du AWS Bedrock, de l'Azure Foundry, ce genre de choses. En fait, t'es prisonnier. C'est-à-dire que tous tes workflows, il faut que tu les recrées complètement chez ton autre fournisseur. Comment est-ce que le marché a réagi à ça ? En vrai, côté NVIDIA, ça se porte plutôt bien. Par contre, les partenaires avec qui ils se sont engagés, Sharon AI et Firmus Technologies, notamment pour la construction et la fourniture des data centers et du coup des cartes graphiques. Côté Sharon AI, c'est rigolo, la réaction du marché, il y a une chute de 14,2% le jour de l'annonce, puisque les investisseurs ils doutent du modèle de marge, puisqu'en fait, les investissements initiaux, il n'y en a pas pour les sociétés. Tu as quand même les charges de calcul qui vont être imputées à NVIDIA. Et puis, c'est en fonction du résultat que les startups vont devoir... que NVIDIA va récupérer l'argent de ces startups en fin de compte. Donc, ils se disent, ouais, mais ça va être vachement... ça fluctue vachement. Oui, c'est sujet en fonction des startups que tu vas avoir et de leurs chiffres, quoi. C'est ça. Là, aujourd'hui, tu consommes au token. Eux, l'idée, c'est plutôt de consommer à ce que tu vas produire avec l'IA. Donc, ça te force à produire. Par contre, ceux qui ne produisent pas, théoriquement, j'ai envie de te dire, ils ne payent pas, vu qu'il n'y a pas de revenus. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Ou alors, je pense qu'il doit y avoir des très bons avocats. Il doit y avoir une clause, je pense, où tu dois faire un minimum de revenus. Autrement, tu dois payer un loyer ou un truc comme ça, j'imagine. C'est ça. Après, c'est lié, je crois que c'était au propos du patron de Mistral AI qui dit qu'aujourd'hui, on vend les modèles sur abonnement, etc. Demain, on vendra le token. En fait, ce serait une ressource comme l'eau, comme... ce serait la tokenisation des modèles serait une ressource raffinée, en fait, au même titre que l'essence et le Bitcoin, du raffinage du pétrole, etc. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je sais pas trop encore, j'ai pas de retour, vu que l'annonce a été faite littéralement le 1er juillet, donc je saurais pas te dire s'il y a des startups qui ont la possibilité de fleurir de ce modèle-là, sachant que je pense que l'idée, c'est aussi que derrière, Nvidia les rachète potentiellement. Tu peux pas t'en sortir, le super truc que tu as développé, t'inquiète, on va le prendre, on va continuer à le développer, puis tu vas passer chez nous. Donc... Ouais, et puis de garder un œil finalement à ce qui se passe, faire de la veille et lancer, faire être une sorte d'incubateur finalement. Je pense que c'est ça, ouais. Ils ont toutes les ressources de toute façon pour ce genre de choses. Ça fait du sens que Nvidia le fasse, mais encore une fois, je trouve que c'est un peu un gros trait. C'est vraiment cyberpunk en mode on crée le truc et puis on te verrouille dans cet écosystème et même financièrement dans cette espèce de contrat qui te réduit vachement ta marge de manœuvre. Mais si ça permet de faire naître des initiatives qui pourraient pas être financées en temps normal, écoute, pourquoi pas. Il faudra voir une fois qu'on aura le recul en fin de compte. Depuis des mois, il y a une grosse partie de l'attention qui se concentre sur l'iPhone pliant. On n'arrête pas d'en entendre parler, on en a parlé ici évidemment dans ce podcast, parce que c'est spectaculaire. C'est Apple qui vient donner un peu l'impression que l'iPhone
déjà va changer vraiment de forme depuis des années d'évolution qui sont toujours assez prudentes. Sauf que d'après plusieurs rumeurs, le modèle le plus important de 2026 pourrait finalement être beaucoup plus classique en apparence avec l'iPhone 18 Pro. On serait sur une nouvelle itération de celle qu'on connaît déjà avec l'iPhone 17. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on aurait des nouveautés qui valent le coup. Et la première, ce serait sur l'appareil photo. Donc les rumeurs diraient qu'on garde ce capteur de 48 mégapixels, sauf qu'on aurait une ouverture variable qui serait physique. On sait, hein, la photo, ça reste un grand domaine des smartphones et c'est toujours cette course à la meilleure prise de photo parce que finalement, on a atteint un plafond de verre dans tout ce domaine des smartphones et donc le seul truc qui peut changer, c'est soit le côté pliant, donc on va changer de format comme Samsung peut le faire, Honor, Google, etc. Donc va y avoir cette course qui va se faire en parallèle et de l'autre, dans un format plus classique, on va essayer de trouver le petit truc en plus, si je peux me permettre l'expression. Donc est-ce que avec le 18 Pro, cette première, ce premier pas avec l'ouverture variable en ferait partie? En tout cas, c'est ce que les rumeurs diraient. Ça permettrait à l'iPhone du coup de mieux gérer la lumière en fonction de la scène, éviter cette fameuse aberration qu'on peut voir quand l'iPhone quand on prend une photo avec une très forte lumière, genre un lampadaire, etc. Il y a toujours une sorte d'aberration chromatique qui est présente. Aberration chromatique qui est le fait de séparer certaines comment dire, ondes de couleur et qui fait des espèces de d'arc-en-ciel. C'est ça, d'arc-en-ciel, de petites taches colorées qui sont présentes, des artefacts finalement. C'est ça. Et donc ça, c'est un grand symptôme de l'iPhone et du fait que le verre soit très proche de la lentille. On est contraint d'avoir ça et donc du coup il y a des modèles d'IA notamment ou de retouches ou de traitements logiciels qui sont mis par-dessus pour améliorer la photo. Ça a toujours été comme ça dans le game. Même Samsung, on l'a vu avec son fameux zoom fois je sais plus quoi 100 ou 200 qui disait tu peux prendre en photo la lune et tu verras plein de détails, qui finalement était juste un traitement ajouté par-dessus, un masque ajouté. Du foutage de gueule, celle-ci. Pour calquer la lune qui était finalement juste une photo prise par IA. Donc ça serait le premier point, un appareil photo avec une ouverture variable qui serait physique. Moi, j'ai deux questions là-dessus. Déjà, c'est est-ce que ça sera vraiment différenciant au point où on aura des photos en basse lumière qui valeront beaucoup plus le détour, et surtout en termes de réparabilité, parce que c'est un objet qui va être physique et donc qui va s'ajuster physiquement exactement comme un boîtier d'objectif photo. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc ça, on verra éventuellement à la rentrée. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, la dernière fois, je me faisais la réflexion. J'ai l'impression que Apple, je pense qu'ils se sentent un peu pris en otage avec cette histoire d'iPhone pliant parce que moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire, ce truc-là. C'est juste que c'est un truc sur le marché qui est en mode Apple n'a pas innové depuis un certain moment, mais l'Apple pliant, est-ce qu'il va trouver sa place dans sa gamme? Est-ce qu'il y a des consommateurs qui réclament ce genre de truc? Est-ce que s'ils le vendent, ça va pas vraiment être un flop parce que c'est un produit que pas beaucoup de monde ont demandé, sachant que ce sera un flop un peu avec des guillemets, parce que ça s'est quand même vendu, mais à l'Apple Vision Pro. En fait, quand je tournais ça dans ma tête, je me disais, mais en fait, toute cette technologie de miniaturisation, puisque le problème des pliants, c'est l'épaisseur, on l'a vu que c'était une problématique à laquelle on pouvait répondre avec le Fold 7, qui est vraiment extrêmement fin une fois qu'il est ouvert. Et je me suis dit, ils ont commencé, en fait, ils ont fait l'iPhone Air. Donc maintenant, on parle d'une surface qui serait potentiellement 2 fois supérieure, qui peut être repliée, qui permettrait d'abriter un certain nombre de composants matériels en plus, c'est-à-dire que tu pourrais avoir toujours un léger bump, chose que les gens détestent avoir puisque ça fait perdre l'équilibre à ton téléphone quand tu le poses, quand tu le sens dans la poche, c'est pas très esthétique. Ça débat tout de suite là. Les gens crisent sur le fait que les appareils photo dépassent en disant oui, quand je le mets sur la table, ça bouge. Qui met son téléphone sur la table et tape dessus? Non, mais je comprends le propos aussi. C'est le fait de ne pas pouvoir le poser à plat. Moi, je suis un mec, ça me stresse un petit peu. L'avantage, c'est que j'ai une coque qui permet que je le pose à plat sans que... Ah putain, je sais pas, moi, quand j'utilise mon téléphone, je l'ai dans la main, quoi. Et sinon, en fait, dans l'autre sens, c'est surtout, ça t'oblige à le poser sur l'écran pour pas qu'il tangue, exactement, j'ai cherché le mot. Mais esthétiquement, je trouve que c'est quand même plus joli quand c'est harmonieux, tu vois, quand c'est tout plat. Quitte à ce que le téléphone soit un petit peu plus épais, en fait. Je m'en fous qu'il soit un peu plus épais. Ça a toujours été la contrainte, effectivement. Tu le disais avec les pliants, essayer de faire de plus en plus fin pour que ça devienne un smartphone normal et que les gens qui veulent éventuellement se tourner là-dessus, ou bien les détracteurs. Détraqueurs.
Détracteurs. Détracteurs. C'est quoi Détracteurs. Les détracteurs. Les détracteurs Tu sais, c'est- des tu sais- pliants. C'est quand les agriculteurs ils vont sur des tracteurs. Pour que les détracteurs, donc les gens qui ne veulent pas de cette technologie qui leur crache dessus, on va dire ça comme ça, Qui sont des puissent détractés d'ailleurs. avoir, qui sont détractés, voilà, Détraqués, tout du coup. simplement, Détractés. qu'ils aient des arguments finalement pour dire n'y allez pas parce que c'est trop gros, etc. Donc Samsung a donné une très bonne réponse à ça avec le Fold 7 en leur disant bon les gars, voilà ce qu'on sait faire. Le phone est Et très ça fin, marche mais le très bump est énorme. Après. Le bump est énorme, mais en même temps, si tu veux avoir une bonne qualité de caméra, et c'est la contrainte qu'on a aujourd'hui, c'est que tu peux pas creuser à l'intérieur du téléphone parce qu'il y a trop de composants qui en fait partie. C'est ça, Donc et t'es puis obligé même, de gratter T'as derrière. des trucs qui sont juste pas réductibles, c'est-à-dire qu'un truc à la con, mais la lentille que tu as, c'est matériellement une espèce de boule en verre ou en saphir, enfin ça dépend de la techno qui est utilisée. Cette boule-là, tu pourras jamais la réduire, puisque de toute façon, tu en as besoin pour pour rentrer la lumière dans ton objectif. Par contre, là où c'est intéressant avec le pliant, c'est que potentiellement, si Apple a suffisamment bien bossé la techno, notamment avec l'iPhone Air, on va peut-être pouvoir le faire rentrer davantage et du coup le faire moins ressortir, puisque théoriquement, un pliant, tu as 2 fois plus de surface qu'un iPhone Air, en admettant qu'il fasse le même format une fois replié. Donc potentiellement, ça pourrait répondre en partie à cette problématique-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un smartphone qui est très très niche avec celui-là, et je pense que, et c'est pour ça que je voulais parler de ces rumeurs du 18 Pro, parce que je pense qu'ils veulent sécuriser un maximum en disant on a quand même un smartphone safe pour les gens qui voudraient passer au suivant. Je suis d'accord. Soit ceux qui veulent transvaser du 17 Pro au 18 Pro, mais généralement c'est rare. C'est plus ceux qui viennent d'un ancien téléphone pour basculer sur celui-là. Et même sécuriser les gens qui veulent un téléphone qui est juste une évolution naturelle, une mise à jour technologique du précédent en fin de compte. Parce que s'ils sortent qu'un pliant et un R de la génération d'après, tu as des gens qui vont dire bah ok, bah, je reste sur mon 17, quoi, j'ai pas d'intérêt de changer. Complètement. Après, tu es au courant, je vais faire mon Apple anti-fanboy, tu es au courant que c'est pas une nouveauté. En fait, c'est une technologie qui existe depuis 2018. Bien sûr. L'ouverture variable sur les smartphones. Le premier à l'avoir fait, c'était le S9 et le S9 Plus. Et j'ai Bah, j'ai regardé l'impression, comme du coup. ça aussi sur Ça les se voyait, différents c'était modèles. physique, il y avait un petit clap Exactement, entre les deux. Du C'était coup, très tu stylé. as le S10 qui a suivi aussi derrière. Tu as la gamme S22 et S25 qui n'ont pas repris cette technologie-là. Mais bizarrement, c'est ça qui va te faire marrer, c'est qu'apparemment, ce retour à cette techno serait possible sur le Galaxy S27. Comme c'est étrange. Évidemment. Apple en fait et Galaxy aussi pense le faire aussi. Il faut savoir qu'il y a Huawei aussi qui le fait sur les P50 Pro, les P60 Pro, le Nova 12 Ultra. Mais ça fait partie justement de cette logique de essayer de trouver un nouveau moyen de gagner en qualité parce qu'on a atteint un plafond et la miniaturisation, t'en parlais de la lentille, c'est compliqué. D'autant qu'on sait que plus on a une grande lentille, plus on aura de qualité, Bien sûr. puisqu'on va pouvoir absorber la lumière différemment, faire des clichés différemment, donc ça joue vachement. Après, j'ai envie de faire, tu vois, le mec qui coupe la poire en deux. Tu as aussi le fait que tout simplement, ça permet aussi d'avoir un élément de langage marketing, ce qui est pas mauvais en soi. Hein. Apple a besoin aussi de convaincre de l'évolution. C'est aussi un argument pour convaincre les gens de dire de passer au suivant. C'est-à-dire que nous, on conseille toujours aux gens, si tu as l'iPhone 17, par exemple, de ne pas prendre l'iPhone 18. Mais eux, au contraire, leur travail, c'est de convaincre Bien les sûr, gens de de nous passer pousser, de bousculer. au modèle suivant. Ce qui va être intéressant, c'est de voir l'exécution. Est-ce qu'ils vont s'aligner un peu à tout ce qui est fait par rapport à la concurrence ou est-ce qu'ils auront ce petit truc en plus? Et là, c'est pareil, tu vois, l'iPhone pliant, finalement, il révolutionne rien. Là où, par contre, ils vont être très attendus, notamment même par moi, c'est est-ce qu'ils vont réussir à apporter leur touche qui va permettre de renouveler l'usage de manière différente et peut-être même plus optimisée, qui va pousser les autres à vouloir copier parce qu'ils auront trouvé la petite formule qui va bien. Tu as dit un truc qui est très vrai là tout de suite, c'est qu'on sait que déjà de base, Apple mange beaucoup dans la main de Samsung pour pas mal de technologies. On parlait de l'appareil photo où c'est certains qui sont en bisbille, ils l'ont déjà été avant. L'écran surtout. L'écran, c'est là où j'allais venir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du pliant, il n'y a que le marché coréen qui est autant en avance sur les écrans. Et je pense du marché coréen, mais en vrai, Samsung, c'est les leaders sur quasiment tout. T'as la Chine Juste maintenant. pour clarifier aux gens, le département Samsung Display est radicalement différent de Samsung qui construit les téléphones. Exactement. C'est deux entités radicalement différentes avec des arrangements différents. Donc, il faut pas dire Samsung fournit Apple en mode OK, on va mettre de côté parce qu'on réserve nos technos pour nos téléphones. C'est pas le cas. Samsung en deux Corée entités fabrique différentes. des bâtiments et des tanks, hein, juste pour que vous Aussi. pour que vous sachiez la gueule de la et des voitures, pardon. Il y a des voitures françaises. La Renault Latitude, c'est une Samsung. Hein. Et pour que les gens s'imaginent bien jusqu'où ça va, il y a Samsung qui construit des puces mémoire, qui a littéralement refusé de vendre des puces mémoire à Samsung Mobile, à Samsung Smartphone, parce qu'en fait, leur client IA a été beaucoup plus rémunérateur
Et ils leur ont dit, bah, comme tout le monde, même si tu es un peu privilégié parce que tu es à la porte d'à côté, nous, on veut l'oseille. Donc, tu sais, ils se battent tous, chacune des divisions de Samsung se bat pour avoir le meilleur chiffre d'affaires par rapport à la maison mère. Donc, il y a une égérie globale, il y a comme une supervision de tout ce groupement-là, mais il y a quand même une certaine autonomie des sociétés. Là où je voulais aller avec ce truc-là, excuse-moi, je finis juste sur le propos de tout à l'heure sur les bisbis, c'est qu'aujourd'hui, un truc à la con, mais sur l'expérience du power user, je trouve que Apple est vachement en retard. Sur tout ce qui est expérience utilisateur pour le commun des mortels, pour les créatifs, pour certaines gammes de professionnels, ça fonctionne très bien. Sur le pliant, c'est radicalement différent. Samsung, avec Dex, avec tout un tas de trucs qu'ils embarquent, tu peux quasiment bosser uniquement depuis ton téléphone. Si tu as un écran portable, un clavier Bluetooth, moi ça m'arrive de le faire, tu le branches et tu as littéralement un truc qui se transforme en PC. Donc, est-ce que Apple va vouloir avoir le parti pris d'aller pleinement à tête baissée avec son écosystème dans ce genre de truc? Là, je suis pas certain et ce serait un gros pari pour eux. Il y a un deuxième argument qu'ils mettront sur la fiche produit de l'iPhone 18 Pro, c'est le Dynamic Island qui serait réduit. Et donc du coup, cette petite bulle qu'on a en haut de notre téléphone qui nous permet aussi d'interagir via le logiciel qui est assez bien pensé, serait réduit mais toujours avec Face ID à l'intérieur. Donc ça serait pas totalement l'iPhone plein écran comme on pourrait s'y attendre de l'iPhone 20e anniversaire, comme j'ai un peu teasé dans une vidéo. Ça, encore une fois, se basant sur une rumeur, mais ça serait pas le même téléphone. Ce serait différent du 18 Pro, ça? Ça serait encore un autre smartphone potentiellement? Bah, je pense que ça potentiellement, sera pour moi, ça sera pour l'iPhone 20, imaginons, tu vois. C'est le 20e anniversaire, c'est voilà, ça. En fait, a priori, de ce qu'on aurait entendu, on va avoir plusieurs conférences qui seraient tenues l'année prochaine. Une conférence traditionnelle en septembre avec l'iPhone 10 Ultra et donc le pliant, l'iPhone 18 Pro. A priori, on n'aurait que ces deux modèles. Et dans un second temps, on aurait l'iPhone R2, l'iPhone 18 et l'iPhone 18 Plus. Et après, pour l'iPhone 20e anniversaire, donc écrit XX, un peu comme l'iPhone 10 l'a été, qui serait cette itération beaucoup plus futuriste dans le sens où on aurait un écran qui prendrait beaucoup plus de place sur les bordures, avec du coup cette fameuse caméra sous l'écran avec Face ID toujours intégré, etc. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de ce modèle-là. On sait que ça pourrait sortir pour les 20 ans, du coup, mais sachant que les 20 ans, c'est pas l'année prochaine. Enfin, c'est pas... 2027. C'est 2027, 20e anniversaire. Mais en plus, il y avait une génération d'iPhone qui a été sautée. Il n'y avait pas d'iPhone 11, je crois. Le 9, ah, c'était le 9, oui. Le 9, il n'y a pas eu de 9. iPhone 9. Il y a eu un 11? Oui. Oui. Il y a eu un iPhone 11? Oui. J'ai même pas le souvenir, tu vois. Non, ils iPhone vont juste 10, sauter 11, le 12, numéro 13, 9. 14. Okay. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, on sait pourquoi déjà le 9. Non, parce que c'était ça tombait avec les anniversaires de l'iPhone, donc du coup ils ont sauté ça. Okay. Finalement, on va avoir évidemment les nouvelles architectures Apple avec la puce A20 Pro et surtout le modem Apple C2 qui a été introduit sur l'iPhone Air notamment avec le C1. Donc là, on serait sur la nouvelle puce dont c'est un modem, hein, tout simplement. Le modem à Apple qui permet d'avoir plus de connectivité en remplaçant du coup la puce Qualcomm et du coup être moins dépendant de cette marque, sachant qu'ils ont fait ce pas sur le nouvel iPhone SE, si je dis pas de bêtises. Évidemment l'iPhone Air et donc du coup le prochain sur la liste c'est évidemment la gamme Pro mais voilà, en tout cas vous préférez quoi, un iPhone qui change de forme ou alors un iPhone qui est plus classique mais qui progresse vraiment sur la photo, la puissance, la connexion et peut-être même l'autonomie, on verra. Moi je veux qu'Apple retrouve le statut de société qui innove dans le milieu du smartphone. C'est un truc que je trouve qu'on a beaucoup perdu avec eux, que ce soit par le pliant, que ce soit avec des designs plus osés, des techniques un peu plus habile dans le masquage de certaines technologies ou quoi, ça je demande à voir. Je pense que c'est une période importante pour Apple avec le retrait de Tim Cook de la scène très opérationnelle et le remplacement par, je sais plus comment John ça s'appelle. Ternus. John Ternus. À voir. Moi, je reste un petit peu, je suis pas dans l'écosystème Apple, mais je regarde ça un petit peu de loin. Donc, en vrai, je pense qu'il y a une certaine lassitude qui commence à s'installer parmi les consommateurs de produits Apple. Donc, je pense qu'ils ont tout intérêt à essayer de doser, quitte à choquer un petit peu. Bon, peut-être pas choquer comme Jaguar. Non, mais bouleverser en tout cas. Mais retenter, même. De reprendre un peu de risques. On est dans une période où les gens ne prennent plus, enfin, les sociétés prennent plus de risques, ça coûte trop cher de prendre des risques. Donc, ce serait bien de les voir un peu s'imposer et peut-être que ça donne un élan de confiance aux autres. Dans ma vidéo qui est sortie du coup la semaine dernière sur Tim Cook, que je vous invite à aller voir, je parle d'un Apple prudent. Trop prudent. Mathieu, t'en penses quoi de... Bah écoute, je suis d'accord, mais en même temps, il va falloir qu'ils aillent un peu, on va dire, se retourner sur les acquis qu'ils ont et sur les talents qu'ils ont, parce que, comme on sait par rapport à l'IA, ils sont en difficulté.
Donc pour moi, en fait, pour un petit peu effacer les problématiques d'Apple Intelligence, je pense qu'ils ont un gros coup à jouer sur l'iPhone pliant. Et encore une fois, certes, on les attend sur le fait qu'on ne voit pas la pliure sur l'écran, mais moi, je les attends surtout sur l'exécution. Par exemple, j'attends que des gens comme toi, et même un peu moi finalement, on soit convaincu que le pliant, ça puisse être utilisé, mais que ça a surtout une plus-value par rapport à un téléphone normal. Parce que si c'est juste pour avoir un tout petit peu d'écran plus grand et finalement pas tant que ça, et que derrière l'expérience, en fait, elle est un peu bâtarde parce que l'exécution est pas bonne, je pense que c'est là-dessus, moi, que je vais vraiment les attendre. Donc, comme je suis un technophile, je serais plus team curiosité iPhone pliant. Parce que moi, je ne suis pas non plus consommateur, je ne suis pas client chez Apple. Donc voilà. Eh bien écoutez, la réponse sera en septembre, et bien évidemment, on vous tiendra au courant. Puisqu'on est sur les côtes d'Apple, je vous propose qu'on y reste, du coup, et que je vous rajoute ma petite pierre à l'édifice. Alors moi, j'ai fait une grosse vidéo il y a quelques années sur le fait que je trouve qu'on donne trop un blanc-seing à Apple par rapport aux données et au fait que c'est pas forcément... En fait, ce qu'il faut comprendre, le paradigme d'Apple, c'est pas forcément qu'ils violent la vie privée des gens, mais de croire qu'ils exploitent pas leurs données, selon moi, est une erreur. Et parce que, par exemple, ils ont une régie publicitaire, c'est-à-dire qu'Apple vend de la pub. Sauf que la différence avec les autres, c'est qu'Apple veut pas trop partager le gâteau de ce truc-là avec les méta, avec Google, etc. et qui cloisonnent en général pour avoir accès aux données de leur téléphone, mais que par eux. Et j'en veux pour preuve un petit peu aussi, c'est une histoire un peu différente, mais pour moi, ça va dans le sens un petit peu de ce que je me fais comme l'idée d'Apple. C'est qu'Apple, il a été accusé là dernièrement d'avoir siphonné YouTube pour son IA. Et en fait, c'est plus, on va dire, c'est moins évident que simplement dire Apple a siphonné les datas pour améliorer son IA. C'est toujours plus subtil avec Apple que ça. En gros, l'histoire rapidement, c'est qu'il y a 3 chaînes YouTube, dont une qui s'appelle H3 Production. S3, c'est Ouais. Ethan, c'est un YouTuber américain connu, ça. Eh ben, Ethan, moi, je sais plus le quoi. connais pas. Tu connaissais, toi? Non, ça me dit rien. Bref, Je pense que la tête doit vous dire quelque chose, cela dit. ouais, bah en tout cas, lui ainsi que 2 autres chaînes YouTube, ils ont attaqué Apple en justice pour les accuser d'avoir contourné des mesures de sécurité de YouTube pour aller ce qu'on appelle scraper massivement des titres et des transcriptions. Parce qu'en fait, pour expliquer aux gens, quand vous demandez une question à l'IA sur une vidéo YouTube, l'IA, elle n'a pas des petits yeux qui regardent la vidéo et elle écoute et elle vous donne la réponse. Non, en fait, ce que fait l'IA, c'est qu'elle va aller puiser dans ce qu'on appelle la transcription, qui est littéralement une version écrite de notre vidéo. C'est-à-dire que nous, quand on upload la vidéo, il y a un robot chez YouTube qui va aller transcrire. Les traduire. Voilà, exactement, pour faire des sous-titres, pour les personnes, les malentendants, etc. Et donc, ils vont scraper, Apple a scrappé, pardon, YouTube pour aller récupérer à la fois les titres et les sous-titres et la transcription. Et ça, comment ils ont su que Apple avait récupéré les sous-titres de leurs vidéos? Eh ben, Et dans quelle mesure on s'en bat pas les reins? alors, on s'en bat pas les reins parce que en fait, il y a une problématique. Alors, comment ils l'ont su? Je vais être honnête avec toi. J'ai pas pensé à m'interroger sur cette question-là. J'ai eu d'autres interrogations. J'en ai une sur laquelle je me suis posé la question. Mais pour te répondre, en fait, ce qui va pas, c'est que en fait, les youtubeurs, les chaînes YouTube, elles ont décidé d'attaquer Apple sous la base du DMCA, qui est littéralement un peu le droit d'auteur américain, et sachant qu'en plus, ils ont spécifiquement contourné les sécurités numériques parce que YouTube empêche le pillage massif des IA pour scraper donc le contenu des vidéos YouTube. Des IA autres que les leurs, on va quand même Parce que préciser, parce que même s'ils ne le disent pas, Oui, Elon Musk ouais, l'a ouais. dit, et je suis plutôt d'accord avec lui sur une dernière fois, mais tout le monde le fait. Exactement, sachant qu'en plus, et Google est aux premières loges, puisque Google, c'est YouTube, Alphabet a YouTube et Google. Tout ça est mélangé, et du coup, oui, bien sûr que pour le coup, Gemini, à mon avis, le fait à fond. Sauf qu'il y a un biais, si tu veux, qui me dérange moins avec Google, même si c'est pas bien, hein, mais qui me dérange moins chez Google par rapport à Apple, c'est que chez Google, au moins, nous, on touche une monétisation de YouTube. C'est-à-dire qu'on est payé
pas pour alimenter une IA, mais on est payé pour nos vidéos, très peu, trop peu d'ailleurs. Mais par exemple, Apple, du coup, ils se servent, comme le fait par exemple un OpenAI, etc. D'ailleurs, Apple est visé, hein, mais en sous-texte, tu peux penser à Meta, tu peux penser à OpenAI, tu peux penser à sans doute Anthropic. Et en gros, en fait, ça fait chier ces créateurs-là, et à juste titre, d'alimenter leurs IA en utilisant un contenu, sachant qu'ils ne payent pas la ressource. Et non C'est-à-dire seulement ça. que nous, on fait du travail, on fournit de la valeur, et en fait, ils se servent de notre valeur, mais on n'est pas rétribué sur rien. Et non seulement ça, et puis derrière, c'est des modèles qui sont entraînés avec tes infos. C'est-à-dire que tout ce qui est notion de propriété intellectuelle, etc., eux, ils s'en foutent. Hein. Ils te chient dessus quand ils récupèrent les infos, quoi. C'est comme si quelqu'un, tu vois, reprenait une de tes vidéos, même s'il faisait un découpage ou, par exemple, qu'il faisait du plagiat, bah, tu serais pas content. Et c'est un peu quand même, quelque part, un peu le même principe. Bah, disons que c'est pour ça qu'on met les sources quand on traite d'un sujet ou qu'on Oui, récupère une mais vidéo. moi, je te parle d'un mec qui va venir te plagier, toi, directement. Ouais, bien C'est-à-dire que sûr. tu as fait ton taf. Mais en tout cas, savoir. C'est pour ça que je suis curieux de savoir où est-ce que. Enfin, comment ils ont su ça, parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde le fait avec l'IA, tout le monde transcrit, tout le monde le fait. Je pense qu'ils ont été regardés. Alors après, il y a une chose voilà, que je veux pondérer sur ce qui se passe, c'est que Apple, donc, c'est un petit peu défendu de manière un peu maladroite. Mais la première chose à comprendre, c'est que le modèle d'IA qui est visé, il s'appelle OpenELM. Et en fait, c'est pas un peu l'intelligence. C'est-à-dire que le siphonnage de data qu'ils ont fait n'a pas été utilisé pour un peu l'intelligence, il a été utilisé pour un modèle open source chez Apple, qui est un modèle de recherche. En gros, de ce que j'ai compris, Apple, il s'est servi de ce qu'on appelle un dataset existant qui s'appelle The Pile chez Apple, et donc qui est développé même pas par Apple en lui-même, qui s'est développé par une des boîtes que Apple a pris sous son aile, qui est Eleuthère AI, pardon. Et en gros, ils se sont servis de plus de 170 000 vidéos YouTube. Donc voilà. Et la finalité, c'est d'en faire quoi de ces vidéos ? L'idée, c'est vraiment de proposer de la data, en fait. C'est comme alimenter une base de données. C'est l'enrichir, finalement. C'est comme alimenter une base de données, tu vois, Okay. tout simplement. Par contre, là où Apple a été un petit peu, on va dire, maladroit, c'est que Apple, déjà, il nie pas le téléchargement massif et entre guillemets, le siphonnage des datas. Mais eux, leur défense, c'est de dire, bah, les vidéos, elles sont publiques, elles sont sans mot de passe. Donc, les sécurités de YouTube, elles sont pas des vrais contrôles d'accès selon la loi. En gros, ils disent c'est pas parce que y a des contrôles parfaits par YouTube comme c'est ouvert et libre à tout le monde, eh ben on peut le faire. Et c'est un petit peu d'ailleurs dans un sens, tu pourrais leur donner crédit dans le sens où effectivement les gens regardent la vidéo gratuitement. Pourquoi une IA pourrait pas regarder la vidéo gratuitement elle aussi ? Ça, c'est sûr que c'est alors regarder compliqué, une vidéo YouTube, c'est différent de ce que fait une IA. Une IA, elle scrape, elle capture. Oui, mais au final, tu pourrais faire la même chose par en exemple, c'est pour ça récupérant des que chez passages. YouTube, t'as pas de bouton dit officiel pour télécharger une vidéo type. Genre, si t'as le bouton pour regarder offline quand t'as un abonnement, par exemple, YouTube Premium. Mais nous, par exemple, quand on a besoin de récupérer certaines vidéos YouTube, on passe par des applis tierces pour aller télécharger la vidéo. Et ça plaît pas trop à YouTube. En tout cas, la ligne officielle de YouTube, c'est dit par le PDG, donc Neil Mohan. Il a déclaré que scraper des vidéos pour l'IA est une violation stricte de leurs conditions. Ça veut dire qu'en plus, tu vois, ce que tu viens de dire, ça marche pas parce que YouTube a posé des règles sur ces S'il y a des règles, réglementations en disant si une IA est là pour scraper massivement, d'ailleurs, c'est pas bon. Mine de rien, et quand même quelque part dans, on va dire, le non-droit, ils respectent pas les CGU de Google. Encore une fois, ce que vous dites est très vrai, ça ne touche pas que Apple. Les IA ont tendance à croire que Internet, c'est un peu un buffet à volonté sur lequel ils peuvent tout prendre sans rien demander. Moi, personnellement, je me mets à la place je me mets à ma place de créateur de contenu. Effectivement, si demain on me dit que je peux toucher de l'argent parce que j'alimente une IA par les ressources que je crée, je sais pas pour toi, mais je serais complètement chaud. Ça pourrait être une autre source de revenus, effectivement. Ça pourrait nous aider des à droits avoir d'auteur annexes. Exactement. Et il y a un truc aussi qui m'a fait tiquer, c'est que si tu as écouté le début de mon histoire, j'ai parlé de 3 chaînes YouTube qui ont porté plainte contre Apple, et je t'ai parlé du positionnement de YouTube face à ce problème, et bizarrement, YouTube est absent des plaignants.
Et c'est moi, ça, ce qui m'a fait plus tiquer. Outre le fait que j'ai pas pensé, comme toi, demander genre comment ils s'en sont rendus compte, ça, j'avoue, j'ai pas la réponse. Par contre, le fait que YouTube ne se mette pas du côté des créateurs pour dire c'est pas normal, alors que c'est d'ailleurs contraire à leur CGU, là, pour moi, ça me pose un petit souci. Ce qui montre que YouTube n'est pas forcément très à l'aise non plus avec cette histoire. Il n'a peut-être pas envie de se chauffer bizarrement avec Apple de ce côté-là. C'est-à-dire la compète des téléphones, on est OK. La compète Android, iOS, on est OK. Par contre, le fait que tout le monde aille... C'est trop flou. Tu vois Non, mais je pense que c'est surtout qu'ils sont très... Comme il a dit... Ils doivent être arrangeants, je pense, avec certains plutôt d'autres. Ouais, vas-y, mais comme en plus a dit Rewan à juste titre, c'est que, bah, en fait, c'est comme si toi, on va caricaturer, mais en tant que voleur, t'étais un voleur, tu volais de temps en temps et que t'as ton pote voleur qui a été tapé la maison que tu souhaitais taper, mais du coup, il va pas te dénoncer parce que tu comprends. Et, il voudrait pas que tu sois non plus mis au pilori. Tu stockes des trucs dans mon garage, bon, si j'ai besoin de me servir du Karcher que t'as stocké, voilà. Pourquoi pas Voilà. Pourquoi pas. Donc, je trouve que la position de YouTube est très arrangeante là-dessus. Moi, quoi qu'il en soit, pour finir là-dessus, je trouve qu'il y a quand même des questions de droit d'auteur qui continuent à se poser vis-à-vis de l'IA et on n'a toujours pas trouvé de solution à ce problème-là, mais que si une cour pénale peut donner raison à des créateurs de contenu face aux géants GAFAM, surtout pour peut-être faire avancer le sujet, le débat de dire est-ce qu'il faudrait peut-être pas commencer à monétiser les gens qui apportent de la ressource, que tu sois créateur ou autre, contributeur sur un GitHub ou quoi que ce soit, je trouve que ça serait pas mal qu'on ait ce truc-là, mais à mettre en place, ça serait une galère de ouf, quoi. Bah écoute, on va voir ça, on va suivre ça de près, mais curieux d'avoir le dénouement de cette histoire, et puis si jamais on l'a, on vous le partagera évidemment. En tout cas, voilà pour les actus de la semaine, et jeudi, on se retrouve sur Bubble avec un épisode un peu confession, on va parler de nos pires achats tech, ça sera l'épisode 2, les produits qu'on a achetés trop vite, ceux qu'on a essayé d'aimer, ceux qui dorment quelque part en nous jugeant silencieusement, bref, la vérité qui fait mal, on vous dit tout, merci les osios, et à jeudi dans Bubble. Salut. Ciao, ciao.